Ok, je crois que le silence nous invite à commencer. Donc bienvenue à tous à cet événement Écosocialisme 2025, donc des rencontres anticapitalistes. Et donc aujourd'hui, ici à cet endroit en ce moment même, j'ai le plaisir d'introduire et d'animer l'atelier donc avec nos deux invités, donc Quentin Noirfalis et Sabine Panet. Je vais revenir pour vous les présenter plus avant. Et donc en gros cet atelier il est né d'un constat, c'est que le paysage médiatique, malheureusement c'est un terrain qui est extrêmement défavorable aux prises de parole qui sont jugées trop radicales, voire même de plus en plus même être un peu progressistes, ça peut déjà être trop. Et donc ces prises de parole sont souvent reléguées dans les marges, souvent cadrées par un paradigme dominant, et ça peut aller jusqu'à l'intimidation ou la silenciation. Par exemple, en France, on peut revenir sur l'expérience de Philippe Poutou aux élections présidentielles de 2017 et 2022. Donc dans son livre Un petit candidat face aux grands médias, écrit par Béatrice Wallido, Julien Salingue et Philippe Poutou, où il explique un petit peu comment lui et comment le nouveau parti anticapitaliste ont mis en place une stratégie pour essayer d'intervenir dans des grands médias qui étaient, si ça n'a pas été évident, et par ailleurs en 2022, les prises de parole de Philippe Poutou ont été très différentes de ce qu'il y a eu en 2017. Et du coup, face à cet accès compliqué aux grands médias, on se pose trois grandes questions. D'une part, quelle stratégie adopter pour faire en sorte d'être entendu par le plus grand nombre? Quels espaces fréquenter pour diffuser quel discours? Et enfin, quel rôle les médias indépendants peuvent jouer ou jouent déjà dans cette lutte? Et donc, pour répondre à ces trois grandes questions, nos invités, donc, à mon extrême droite, Sabine Panet. Ah non, ah non. C'est vrai qu'on devrait peut-être inverser là. Donc, à mon extrême orient. Sabine Panet, donc, qui est rédactrice en chef chez Axel Magazine, donc un magazine qui se définit comme un magazine féministe à destination d'un public large, qui est édité par la SBL Vie Féminine, et qui a un dernier numéro qui est sorti pour l'été, donc avec un dossier intitulé « Elle était une fois », donc sur les enjeux féministes dans les contes et légendes. Et à ma moins droite, Quentin Noirfalis, qui est donc un des membres qui a fondé Médor, donc un journal, et qui fait partie des pilotes du magazine. Et donc Médor, qui est un web journal enfin, c'est pas que web, pardon, il y a aussi du papier, excuse-moi, qui se présente comme du journalisme belge d'investigation, libre, artisanal, généreux et surprenant. Et donc le dernier numéro qui est sorti début septembre, c'est ça ? Hier, voilà. Rebattre la campagne, qui expose un petit peu les changements profonds qui marquent les campagnes belges. Voilà, donc on s'était mis d'accord pour que Sabine commence à un peu essayer de trouver des pistes pour répondre aux trois grandes questions que j'ai posées dans mon introduction. Mais on s'est aussi dit qu'on n'allait pas faire un cours, c'est pas du tout l'objet, c'est un atelier, donc l'idée c'est vraiment que ce soit très participatif, donc on va pas parler pendant des heures en vous délivrant notre science, parce que c'est vraiment pas notre posture, c'est vraiment pas comme ça qu'on a envie d'aborder les questions aujourd'hui avec vous. Donc moi j'ai commencé à répondre là juste avant de venir, à réfléchir à certaines des questions qui ont été posées au début de l'atelier. Peut-être dire 2-3 petits mots sur Axel, qu'on est un magazine trimestriel, on existe depuis 1998 et on est un magazine féministe d'information générale. Et donc rien que reposer ça, en fait, je me dis que ça contribue à répondre un petit peu à la première question qui porte sur les stratégies pour être entendues du plus grand nombre. Avec des guillemets au plus grand nombre, parce que quand j'ai lu la question, je me suis dit, mais je suis même pas sûre que ce soit notre objectif, en fait, être entendu du plus grand nombre.
Je sais pas. Je sais pas si c'est l'objectif de notre magazine parce que nous, on écrit pour les personnes qui considèrent que ce qui arrive aux femmes, c'est intéressant, que c'est important, que ça peut faire l'objet d'une information pour le plus grand nombre, mais c'est pas le plus grand nombre qui le considère. Et nous, bien sûr qu'on fait un travail aussi d'éducation permanente féministe dans notre magazine, avec notre approche journalistique, mais le plus grand nombre, c'est pas notre objectif. Je pense qu'on va s'épuiser, en fait, si on a ça pour objectif. Déjà, simplement conserver le lectorat qu'on a, c'est déjà beaucoup, en fait, parce que les femmes, c'est principalement des femmes, c'est aussi des hommes qui sont abonnés à Axel, qui lisent Axel, mais ce sont principalement des femmes. C'est pas un public captif. On peut pas se dire que parce qu'elles sont abonnées à Axel, elles vont rester abonnées à Axel toute leur vie. Bien sûr qu'il y a une confiance envers le magazine parce qu'elles nous connaissent, parce qu'elles nous lisent, etc. Mais c'est pas, rien que conserver le lien avec elles, avec notre lectorat dans le contexte qu'il y a actuellement. Le contexte de méfiance généralisée par rapport aux médias, la désaffection vis-à-vis du papier. Je voudrais revenir au papier parce que tu as parlé de Médor. Je pense que pour Médor, Quentin le dira évidemment 10 fois mieux que moi, mais pour Axel, pour un certain nombre de magazines indépendants, le papier, c'est fondamental. On est avant tout un magazine papier. C'est peut-être que par rapport à la réponse de stratégie pour être entendu du plus grand nombre, continuer à être un magazine papier, par exemple pour nous, c'est vraiment une stratégie extrêmement importante qui peut paraître paradoxale aujourd'hui, à l'ère où tous les contenus sont disponibles tout le temps sur Internet. Mais nous, on a demandé à nos lectrices ce qu'elles en pensaient. On leur a demandé plusieurs fois. On a cheminé avec elles sur cette question du site Internet, des contenus sur Internet. Et les articles qu'on fait dans Axel, les articles qu'on produit, par exemple, dans le dernier numéro dont tu parlais, on a un grand format sur la question du consentement et l'intégration du consentement dans le code pénal en Belgique l'année dernière. Suite à une loi de 2022, mais ça a vraiment commencé à être intégré dans les décisions de justice l'année dernière. Mais ça, pour écrire un article comme ça, pour qu'il reste accessible pour le plus grand nombre, c'est-à-dire déjà les personnes qui vont y avoir accès, eh bien, en faire un petit contenu rapide, efficace et simple à partager sur Internet, il nous semble que ce n'est pas nécessairement la meilleure option si on veut contribuer à notre mission, à nos valeurs, de vraiment... Peut-être en revenir à nos valeurs aussi, nos valeurs sont féministes, mais il y a 36 000 féminismes, comme vous le savez, je pense. Nous, on a un féminisme qui n'est pas un féminisme libéral. Le féminisme qu'on défend à Axel et qu'on porte, c'est un féminisme qui est un féminisme de solidarité, d'égalité, de justice. On s'intéresse surtout aux femmes qui sont au carrefour d'un certain nombre de discriminations. Ça fait beaucoup de femmes, en fait. Ça fait presque 99% des femmes. C'est celle-là qui nous intéresse. Et donc par rapport à nos valeurs, aux femmes qui nous lisent, j'ai un peu perdu mon fil. Je disais le féminisme libéral, les stratégies pour être entendues par elles, le magazine papier. Oui, elles nous ont dit qu'elles étaient extrêmement attachées au magazine papier, qu'elles avaient besoin de nous lire sur papier parce que pour elles, Axel, c'est une façon aussi de faire passer des messages. On sait qu'un numéro papier d'Axel est lu par au moins 3 personnes différentes. La personne qui le reçoit, son compagnon, sa compagne, son père, sa mère, ses voisins, ses amis. Les numéros se passent en fait, il y a cette confiance comme ça. Et un magazine papier, je ne sais pas si vous lisez tous et toutes des magazines papier, mais un magazine papier, ça se compulse, on y vient, on y retourne, on le commence par la fin, on lit la titraille, on regarde les images, et puis on revient à l'article. On peut lire des articles de 8 pages sur un magazine papier. Qui va lire un article de 8 pages sur un ordinateur ou sur un téléphone? C'est très difficile. Donc nous, puisqu'on est dans l'écrit, puisqu'on est dans le papier, le papier fait partie des valeurs qu'on défend, mais aussi de nos stratégies pour être accessible au plus grand monde. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler avec Quentin, parce que à Médor, il y a une réflexion super intéressante sur les contenus qui sont sur Internet. Voilà, je pensais qu'une autre stratégie intéressante à pointer, c'est la question de l'accessibilité, parce que je crois qu'elle est vraiment hyper importante. Nous, on se dit un peu, en fait hommage à une grande féministe qui s'appelait Bell Hooks, on se dit qu'on doit rester lisible pour nos grands-mères. Si ma grand-mère peut lire ce qu'on a écrit dans Axel, c'est qu'on a réussi quelque chose. On doit rester accessible, lisible par tout le monde. Bien sûr qu'il y a une barrière qui est... on est de la presse écrite, donc les personnes qui nous lisent sont des personnes qui lisent le français.
mais on veut rester accessible. On n'est pas un magazine de doctrine féministe. Il ne faut pas avoir 40 masters en féminisme pour lire Axel. Au contraire, en fait, c'est vraiment tout le monde a sa place dans nos pages. Et notre manière d'écrire va être de travailler la langue pour la rendre le plus accessible possible. Bien sûr, c'est faire exister les femmes dans la langue de plein de façons différentes, mais c'est aussi simplement des trucs dans notre façon d'écrire, dans notre façon de présenter les articles, dans notre façon de les mettre en page, dans la diversité des contenus qu'on va proposer. Aussi, ça continue pour nous à faire partie de l'accessibilité. C'est aussi la question des résistances qu'on va essayer de mettre en avant dans notre magazine, puisqu'il y a énormément comme je disais tout à l'heure, de méfiance qui s'est développée par rapport aux médias, aux sources d'information. Nous, on va beaucoup expliquer en fait comment on travaille. Quand on fait des enquêtes, on explique qui on a rencontré, combien de personnes on a rencontrées. On respecte bien sûr la déontologie journalistique et on en parle énormément en fait dans nos pages. Merci. Quand on rencontre des lecteurs et des lectrices, on explique comment on travaille. Parce que pour nous, le processus est presque aussi important que le résultat. Ça fait aussi partie des sujets qui sont importants pour nous. Dans notre façon de travailler, comment dire, pour nous, avoir pu mettre en mouvement un groupe de témoins qui se sont rencontrés dans le cadre du processus de production de notre article, c'est déjà énorme en fait. Voilà quelque chose dont je voudrais parler plus tard, c'est la question de l'échelle, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé déjà et j'ai pas envie de monopoliser la parole. Quentin, si tu veux. Non, mais c'est très bien parce que je pense qu'en fait, puisqu'on est on questionne, enfin vous avez questionné les enjeux autour de l'écosocialisme pendant tout ce week-end. Nous, comme médias, il faut savoir qu'on fait aussi partie d'un collectif de médias périodiques, indépendants / alternatifs qui s'appelle Kiosque, donc avec Axel, Imagine, Le Ligueur et Wilfried. On réfléchit, bon voilà, ça c'est juste pour dire qu'en fait il y a nous et il y a d'autres médias qui tentent des choses. Je crois qu'il y a la question des valeurs, en fait, elle est extrêmement importante parce que si on prend juste la question de est-ce qu'on doit parler au plus grand nombre ou pas, je dirais théoriquement dans l'absolu, moi comme journaliste, quand je travaille sur une enquête, j'ai évidemment envie que le plus grand nombre la lise à un certain moment. Et après, ensuite, il y a toute la réalité, en fait, actuellement de ce que les gens ont de façon générale comme rapport aux médias. Nous, dans le dernier numéro, on fait justement un numéro où on a interviewé un très très chouette géographe ruraliste de l'Université de Liège qui s'appelle Serge Schmitz, qui se déclare comme un animal en voie de disparition, puisqu'il y a de moins en moins de géographes spécialistes des zones rurales en Belgique, puisque la ville et l'urbanité a gagné partout. Et donc, du coup, on discutait avec lui justement de la question des médias au niveau local. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir quand même dans le paysage belge, nous, on est des tout petits poussés dans cette cour-là. Et j'imagine que vous êtes au courant qu'il y a une grosse fusion des groupes Rossel et IPM récemment. Voilà, nous on fait un petit papier une petite enquête sur eux pour le prochain numéro. Et j'ai été voir en fait le nombre de groupes et de titres de presse détenus par Rossel. Et c'est environ 15 pages dans le rapport annuel à la Banque nationale, de filiales, succursales, etc. Donc on est quand même dans un contexte de concentration des médias, de précarisation du métier qui est là et qui ne change pas. Enfin, nous, quand on a lancé Médor en 2012, les premières fois on a parlé du projet, qu'on s'est dit la coopérative, c'est aussi en fait la garantie de ne pas justement avoir une société anonyme avec un patron actionnaire qui pourrait tout bousculer du jour au lendemain. On se plaignait déjà très très fort de nos conditions de travail, du fait d'être des indépendants, très mal payés par les médias entre guillemets mainstream. Et donc ça a été un peu la valeur de début, de dire qu'en fait on fait du bon journalisme quand on est heureux de faire ce journalisme-là. Moi, j'ai démarré comme pigiste au soir en 2010, environ là. Je me rappelle que la première commande qu'on m'a faite, c'était un papier à 18h. Silvio Berlusconi s'était pris une statue sur la tronche un jour. Et la commande du média, c'était on va faire une page là-dessus. Donc une page du soir, c'est quand même, je pense, 13-14 000 signes. Donc c'est quand même 3-4 pages en Word. On m'a dit, il est 18h, on me dit, tu as jusqu'à 20h pour nous faire ça. Et nous expliquer un peu tous les différents types d'attentats qui ont pu, enfin, plus ou moins drôles sur des personnalités politiques. Et en fait, j'ai fait le papier parce que j'étais jeune et je ne me posais peut-être pas les bonnes questions. Et j'avais besoin d'argent. Et à 21h, le papier était envoyé, rapidement corrigé. Le lendemain, je l'ai réécrit en disant, en fait, je ne veux pas faire ça. J'ai passé 2 heures extrêmement désagréables, à stresser, à fumer trop de clopes pour vendre le truc à temps. Et je trouve que ça n'a pas de sens ce qu'on a fait. Enfin, quelqu'un qui est curieux, il aurait été sur Internet et il aurait été voir ça lui-même. Et donc, c'est la question, je pense, justement,
comment est-ce qu'on touche le plus grand nombre? Je pense qu'idéalement, c'est déjà en fait d'être dans son média, à l'aise avec ce qu'on produit et content de ce qu'on produit, en y mettant des conditions, je pense, voilà, les meilleures possibles. Elles sont pas optimales, hein. Je veux dire, ici, on a une grosse enquête d'un très bon journaliste liégeois qui s'appelle Nicolas Tayana, qui a travaillé sur des abus sexuels d'un prêtre ouvrier de gauche qui s'appelait Germain Dufour, ancien sénateur écolo, qui est mort il y a quelques années. Et là, il fait une enquête où il interviewe 70 à 80 personnes, dont 20 victimes potentielles d'agressions sexuelles de la part. C'est un boulot énorme. Je ne peux le payer que 1 800 €. Et je pense que nous, dans nos médias alternatifs, on est des médias qui payons encore, entre guillemets, correctement, mais c'est très très loin d'être assez. Et donc, je pense vraiment la question de dire, en fait, toucher le plus grand nombre, c'est intéressant, mais sauf que pour le moment, on est plutôt dans une espèce de stratégie de survie, en fait. Dans un milieu, je trouve, relativement hostile. Alors, c'est pas entre journalistes, parce que je pense qu'il y a quand même une collégialité qui existe encore, mais hostile dans un monde médiatique où, effectivement, convaincre des personnes de payer 19 € pour un Médor, qu'est-ce qu'on appelle, nous, le coût vérité, c'est-à-dire c'est très cher, j'imagine dans la vie des gens, etc., se dire je mets 19 € là-dedans, mais nous, c'est le coût qu'on ne sait pas produire cette chose-là en dessous, sans toucher très très durement aux conditions de travail, à l'ensemble de l'objet, entre guillemets, parce que Sabine parlait du papier, et nous, en fait, je pense qu'on fait autant un objet, entre guillemets, que juste un article. Nous, on travaille avec des auteurs visuels qui vont lire le papier, qui vont parler avec le journaliste, qui vont chercher des idées de mise en page. On fait de la BD, donc là, on a une BD sur la langue des signes, parce que des sourds-muets nous ont dit nous sommes un public totalement silencieux. Et on avait reçu un jour un mail parce qu'on avait commis l'erreur d'utiliser le terme dialogue de sourds. Et donc un sourd nous a écrit en disant « Je n'en peux plus de lire dialogue de sourds partout, nous sommes tout à fait capables de dialoguer ». Et donc on a fait cette BD-là. Là, on travaille avec une autrice de BD qui est spécialisée là-dedans, mais qui n'est pas journaliste, donc elle forme un binôme. Et donc chaque papier est une petite aventure, une petite histoire. On va réfléchir à comment est-ce qu'on va amener à la fois une forme qui soit plaisante pour que les gens puissent le lire, tout en étant accessible, pas trop jargonnant, mais dans un contexte très défavorable en termes de conditions de travail, je dirais même de conditions d'existence. Et on essaye de faire gaffe à se dire, par exemple, le papier, bon, il est italien, mais c'est le papier le plus, entre guillemets, durable qu'on ait pu trouver sur l'offre. On imprime chez un imprimeur près de Charleroi, on n'imprime pas en Europe de l'Est, en Pologne, on pourrait le faire, des choses à bas coût, etc. Et donc voilà, et tout ça, je pense qu'en fait, la question de comment est-ce qu'on touche le plus grand nombre, en fait, nous, on essaie plutôt de toucher des gens qui partagent une partie de nos valeurs, on espère un maximum, et peut-être de convaincre des personnes de lire nos contenus et qui sont sans doute pas du tout d'accord avec nous. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que, je terminerai juste par là, après on pourra continuer, il y a des gens qui disent Médor, c'est pas assez à gauche. On a reçu, parce qu'on a quitté les réseaux sociaux, donc on a décidé de quitter Meta, Instagram, on a fait nos derniers posts, les réseaux sociaux, oui, on est sur d'autres réseaux sociaux, on est sur Mastodon, etc. Mais il y avait le dernier commentaire qu'on a reçu, m'a beaucoup marqué, parce que c'est une dame qui disait des faits, encore des faits, c'est très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait après? Et cette question, évidemment, moi je me la pose tout le temps, parce que nous, on a un travail qui est d'être journaliste, que je considère comme un travail artisanal, c'est-à-dire en fait, il y a des gens qui savent bien faire des chaises et des gens qui ne savent pas faire de chaises. Moi, je ne sais pas faire de chaises. Mais par ailleurs, j'estime que je conçois mon article à chaque fois comme une rencontre entre des personnes et moi. Souvent, effectivement, des gens qui sont à des carrefours d'inégalité ou qui ont quelque chose à dire. On essaye de vérifier tout ça. On s'attaque, je pense, aux puissants. L'idée, c'est que le terme puissant est un peu compliqué, un peu global, mais on s'attaque à des gens, en tout cas, qui sont détenteurs d'un pouvoir et qui parfois en abusent. Et je crois que ça, c'est notre rôle, en fait. Et c'est vrai que je sais que pour le moment, on est dans un monde où les gens attendent peut-être un peu plus, effectivement, que l'égrainement des faits déprimants au jour le jour. Mais en fait, pouvoir mettre ça en place et le décoder actuellement en Belgique, en fait, c'est déjà une gageure. Faire un numéro, moi je sors du numéro, pas épuisé, mais je sors à chaque fois en train de me dire « Ah, on a refait un numéro, même si c'est le 40e ». Et je crois que ça en dit quand même quelque chose sur l'état des médias en Belgique. Donc nous, on touche, je pense, moi je n'ai pas le chiffre sur combien de personnes, mais il y a environ 7 à 8 000 personnes qui achètent un Médor, qui s'abonnent. On a une coopérative avec 2000 coopérateurs, ce qui est très bien, ce qui est vraiment très chouette. Et nos coopérateurs nous soutiennent à la fois parce qu'il y a le projet
Et il y a aussi cette liberté d'indépendance. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, en fait, moi, le papier en tant que tel, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, le fait que vous positionnez dans une démarche indépendante, je mets ça. Moi, je suis toujours sidéré de savoir qu'il y a 30% des abonnés à Mediapart qui n'ouvrent jamais leur compte. Ils payent l'abonnement juste parce qu'ils se disent, bon, c'est Mediapart pour eux, hein, c'est très, je trouve ça très frappant. Et donc voilà, donc je me dis, moi, j'aimerais bien qu'on touche effectivement un max de monde possible, ça, c'est dans l'idéal. Parce que je pense aussi, contrairement à Axel, on est un peu sur une ligne un peu différente en termes de... On est vraiment sur, je dirais, un cœur de métier d'investigation. Alors, on pourra parler de l'impact, etc., et de justement comment est-ce qu'on fait sur base d'une enquête pour faire bouger des choses après. Mais par ailleurs, on est aussi dans une logique de survie très, très forte. Et je pense que le grand public ne connaît pas très bien comment fonctionnent les médias, en fait. C'est-à-dire le fonctionnement interne d'une organisation médiatique, que ce soit la RTBF ou que ce soit un petit média indépendant. Moi, je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis, Quentin, si ça va, Hugo, pour toi. Quand tu dis des faits et après, effectivement, c'est très fort la question que pose cette dame. Nous, il y a des sujets sur lesquels on mène des enquêtes pendant parfois 6 mois ou 1 an. Je pense notamment, on en a une à peu près par une ou deux par numéro. Je pense notamment à une enquête qu'on a publiée en 2022 sur laquelle on travaille depuis 2 ans sur des mères qui dénoncent des cas d'inceste dans le chef des pères et la justice leur retire les enfants pour soi-disant les protéger, mais en fait, dans des mécanismes qui sont maintenant extrêmement documentés, sauf que nous, on avait contact avec ces témoins depuis des années, donc on a mené une grande enquête à ce sujet, sauf qu'on sait que les personnes qui vont lire l'enquête vont être touchées. Parce que nous, sur nos 1000 lectrices et de lecteurs, il y a quand même un certain nombre qui sont concernés. On considère que c'est en France 2 à 3 enfants par classe. Il n'y a aucune raison pour que ce soit différent en Belgique, même s'il n'y a pas nécessairement de chiffres. Donc qu'on soit victime directe ou indirecte, c'est sûr qu'on allait toucher des victimes directes ou indirectes, simplement dans les personnes qui allaient lire notre enquête. Et on s'est dit, mais on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas les laisser juste avec notre enquête. C'est aussi notre façon de faire nos articles. Donc, on a contacté des associations qui travaillent sur le sujet, avec lesquelles sauf qu'on connaît en fait le monde associatif. Et on sait que le monde associatif est exsangue, que les nanas et les mecs qui travaillent dans les associations, en particulier d'aide aux enfants victimes de violences, sont en burn-out 1 fois sur 2, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, on ne voulait surtout pas créer quelque chose auquel ils n'auraient pas pu répondre. Donc, un exemple, on donne un numéro, parce que ça fait partie des recommandations pour les journalistes qui travaillent sur les questions de violence, quand on publie un article, évidemment, laisser quelque part un numéro de téléphone, un contact, pour qu'une personne qui lise l'article et qui s'estime victime ou qui connaisse une victime puisse avoir une porte pour réagir tout de suite, passer à l'action. Sauf que, dans le cas de l'enquête, les associations dont on aurait pu donner les contacts, elles étaient débordées. Donc nous, on n'allait pas donner leurs contacts et les laisser face à une situation qu'elles n'allaient pas pouvoir gérer. Ça aurait été très difficile pour les personnes qui allaient les contacter, pour lesquelles c'est un effort immense et une mise en danger énorme, l'association qui n'aurait pas pu répondre à ces demandes, etc. Donc on les a appelées en amont et donc on a travaillé avec elles en amont à être bien sûr qu'on pouvait relayer leur numéro et que nous, à la rédac, on allait pouvoir filtrer les appels qu'on allait pouvoir recevoir, qu'au mois de décembre, tel asso serait fermé, mais qu'au mois de janvier, on pouvait contacter tel autre. C'est pas notre taf, mais c'est aussi une partie de la responsabilité qu'on avait quand on a publié cet article-là. Je donne cet exemple parce que c'est aussi pour vous dire jusqu'à où peut aller l'histoire d'un article, en fait. Et ensuite, il a continué, il est devenu une autre enquête, etc. C'est un article qui n'a pas fini d'être écrit de toute façon. Donc la question des faits, et par rapport au rôle que les médias peuvent jouer, c'est intéressant parce que tu parlais de votre enquête sur un prêtre ouvrier, c'est ça, hein ? Oui. Et je trouve que là, on a aussi un rôle, puisqu'on parlait de médias dans un écosystème de gauche, etc. On a un rôle d'enquêter, nous, en tous les cas, dans le milieu qu'on connaît, d'être un contre-pouvoir dans les milieux qu'on connaît. Parce qu'on a accès à ces milieux. Et donc nous en fait, on publie beaucoup d'articles qui nous amènent beaucoup de problèmes dans les milieux associatifs, dans les milieux féministes, dans les milieux droits humains. Mais c'est des milieux qu'on connaît, auxquels on a accès. On a plein de sources qui nous connaissent. Donc on est beaucoup plus contacté par des personnes qui dénoncent des violences sexistes et sexuelles dans une association, par exemple, que de personnes qui dénoncent des violences sexistes et sexuelles à la BNP, parce qu'elles ne nous connaissent pas.
Et donc nous, on enquête dessus, on travaille dessus. Donc on a aussi une responsabilité dans l'écosystème dont on fait partie. Et je pense qu'elle est vraiment très importante en tant que média, en tant que contre-pouvoir du milieu dont on fait partie. Le milieu, disons, qui partage un certain nombre de valeurs d'égalité, de liberté, de solidarité. Voilà. Et par rapport au mot progressisme qui était dans les questions, c'est vrai que moi je l'utilise pas trop parce que en tant que féministe, je sais bien que c'est pas parce qu'un parti se dit progressiste qui va défendre les droits des femmes, qui sont souvent une variable d'ajustement des accords entre les partis ou même au sein même des partis quand il faut choisir des priorités. C'est rarement les droits des femmes qui sont choisis. Et donc nous on reste très vigilants par rapport à ça. Donc quand par exemple il y a eu les élections en 2024, on a fait un énorme travail d'analyse des contenus. Des propositions politiques des partis. Évidemment, on n'a pas analysé que les propositions politiques de partis de gauche et progressistes. On a aussi regardé du côté du MR, regardé du côté des engagés, etc. C'était de toute façon aussi une pratique déontologique importante. Mais on ne va pas regarder avec un regard complice les propositions de partis qui disent partager les mêmes valeurs que nous, parce qu'on est un média. Et donc parfois, au sein de notre écosystème politique, il faut qu'on le rappelle. Nous, on est un média, on n'est pas vos amis, en fait. Donc moi, combien de fois j'ai été interpellée par des personnalités politiques de gauche qui sont étonnées du traitement médiatique dont elles ont fait l'objet dans nos pages, parce qu'on a été critique. Mais oui, mais c'est notre boulot de journaliste. Donc parfois, même au sein de ce milieu-là, il faut un petit peu rappeler la différence entre des personnes qui sont engagées en politique et des journalistes. C'est pas parce qu'on partage les mêmes valeurs qu'on est tous des amis. Enfin, je veux dire, il y a de la conflictualité, il y a beaucoup de conflictualité dans nos milieux, et je pense que c'est important de le redire. Et nous, de rester là où on connaît nos limites et nos garde-fous déontologiques, c'est-à-dire vraiment la pratique de notre métier, comment on travaille, comment on vérifie les informations, comment on fait du contradictoire, enfin voilà, toutes les balises de la déontologie journalistique qui peuvent aussi permettre à notre lectorat de nous faire confiance et de durer. Et ça, je pense que c'est... Oui, je voulais dire ça par rapport au rôle qu'on peut jouer, en fait, au rôle indépendant qu'on peut jouer, continuer à critiquer, à être des médias dans ce qui n'est pas toujours une ligne... je veux dire, pour nous, journalistes, je pense que c'est extrêmement clair comme ligne, mais c'est pas tout le temps clair dans l'esprit du grand public. D'ailleurs, par exemple, Quentin parlait des titres de Médor, des titres de kiosque, donc Médor, Tchak, Le Ligueur, Alter Eco, Wilfried... Axel et Imagine. Voilà, tu l'as fait mieux que moi. Non, mais aussi, j'en oublie toujours. Mais on nous dit parfois, oh là là, mais vous êtes 7 petits médias dans un monde de concentration, de gros médias, etc. Pourquoi est-ce que vous ne fusionnez pas ? Mais ce serait exactement faire le jeu du monde de la concentration des médias. Notre force, c'est notre diversité, c'est la diversité de nos points de vue, de nos approches. Je pense que ça, c'est vraiment... Donc, résister dans notre diversité, c'est aussi très important. Ne pas adopter le mode de fonctionnement des grands groupes de presse capitalistes, puisque nous, on fonctionne autrement. Donc, changer d'échelle, c'est aussi rester, nous, à notre échelle, dans notre diversité. Et la dernière chose, peut-être, dont je voulais parler, c'est la question de l'échelle. Et je la trouve très importante. Et l'échelle de Médor, l'échelle d'Axel sont des échelles... très diverses en fait dans le magazine, mais il n'y a pas une échelle macro qui est plus importante qu'une échelle entre guillemets micro, et j'aime pas ces mots, je les utilise pour plus de clarté, mais c'est pas mes mots à moi. Je pense que j'ai eu une conversation très touchante il y a 2 jours avec une journaliste qui doit rendre un reportage de guerre pour nous, et elle avait une énorme crise existentielle en fait, en lien avec son métier, en lien avec le Moyen-Orient en crise, etc. C'était un moment très difficile pour elle. Et en plus, elle avait des commandes de différents médias très géopolitiques, en fait. Et elle se disait, mais je n'en peux plus, en fait, de traiter de ces sujets. Moi-même, ça me déprime. Enfin, les journalistes, parfois, vivent des traumatismes par procuration, en lien avec les personnes qui rencontrent dans le cadre de leurs articles, etc. Et donc... Et puis, il y avait la question de la temporalité. Ah oui, mais en plus, elle vivait plein de difficultés et plein de stress. Ah oui, mais en plus, elle part dans 2 semaines et l'article ne sort qu'en janvier et ce sera plus valable. Non, non. Donc, quelque part, un peu le discours des grandes rédactions avec lesquelles elle avait l'habitude pour lesquelles elle devait partir en plus de nous. Je dis, mais nous, on n'est pas dans cette temporalité-là. Si tu fais ton article au mois d'octobre, il sera toujours valable au mois de janvier, parce que l'histoire que tu vas raconter en octobre, elle va être
elle va continuer à nous intéresser en janvier. On n'a pas ce regard d'actualité, une actualité en gomme, une autre. Donc d'une part le temps, la temporalité, et l'échelle, c'est-à-dire qu'elle va raconter l'histoire de femmes à un niveau extrêmement local. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on doit garder pour jouer notre rôle, en tous les cas à Axel, c'est continuer à raconter ces histoires-là, les histoires que personne ne raconte, dont tout le monde se fout. Cet été, j'ai passé une semaine de vacances avec des femmes sans papier. C'était la première fois de leur vie qu'elles prenaient des vacances. Pendant 1 an, elles ont cotisé, il y a eu des dîners de solidarité et tout pour qu'elles puissent partir en vacances. Et donc, la plupart, pour elles, c'était la première fois de leur vie, depuis qu'elles sont en Belgique, exploitées dans le travail domestique comme sans-papier, qu'elles partaient en vacances. Mais cette histoire-là, sinon on ne la raconte pas, qui va la raconter? Ça ne va pas faire une page dans Le Soir. Donc, je trouve que continuer à jouer notre rôle, à raconter les histoires qu'on raconte de notre point de vue, avec nos façons de faire et à l'échelle où on est, et ne jamais renoncer à ça. C'est pas parce que, entre guillemets, en haut, on nous dit que ce qui est important, c'est de faire des articles sur les armes, la géopolitique, l'économie. Mais non, en fait, ces histoires-là, elles sont importantes aussi. Et se battre pour continuer à les raconter, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Non, moi je peux juste rebondir en fait, c'est vraiment sur cette question de... on a très longtemps, pendant une petite dizaine d'années, utilisé dans le monde des médias cette question de ce mot compliqué qui s'appelle l'impact. Je pense que Sabine vient d'expliquer justement comment est-ce qu'en fait on peut avoir de l'impact, parce que c'est vrai que moi je sens assez fort qu'il y a en fait une envie chez les gens de se dire en fait à partir du moment où les grands constats sont faits, comment est-ce qu'on fait ensuite pour proposer d'autres clés de lecture de la société, d'autres, on appelle ça le journalisme de solution, qui est une expression très problématique pour moi, parce que ce n'est pas spécialement le cœur de métier d'un journaliste d'amener une solution, c'est plutôt d'amener une pierre dans un débat public. Mais dans les faits, en fait, on le sent très très fort dans les interactions que nous on a. Moi, j'ai un exemple qui peut paraître complètement anecdotique, mais on fait un projet qui s'appelle le projet Sentier. Et donc, c'est une cartographie participative pour recenser tous les sentiers bloqués, souvent par des propriétés privées ou des gens qui ont des chasses, etc., mais qui sont des sentiers publics. Il faut savoir que ces sentiers n'ont plus été cartographiés dans une carte en Belgique depuis près de 200 ans. Et on a reçu 500 personnes, enfin 500 soumissions de gens qui vont se promener et sont ulcérés de ne pas pouvoir terminer leur promenade parce qu'ils sont bloqués par un sentier. Et alors on peut se dire que c'est hyper anecdotique, mais par ailleurs, c'est un monde, le monde des promeneurs, en fait, on s'est rendu compte que c'était justement un monde extrêmement organisé, qui ont sans doute, à mon avis, le record de Belgique de recours au Conseil d'État. Et donc voilà, on est rentré en contact avec ce monde pour se dire, en fait, nous, là, on a un objectif commun entre vous, promeneurs, et moi, je suis promeneur, et je pense que c'est un moyen de se sauver la vie dans une époque anxiogène de marché. Et on est face à des autorités qui ne font pas grand-chose pour ça, parce qu'il y a plein d'intérêts, et ça vient du bourgmestre de Borin qui ne répond pas au gars qui a envie qu'on ouvre un sentier où il peut aller faire du vélo, parce qu'il fait de la chasse avec le mec qui a bloqué le sentier, etc. Et donc on est dans des relations de pouvoir, même sur quelque chose d'aussi apparemment anecdotique que le monde des sentiers bloqués. Et donc nous, on s'est dit, en fait, notre objectif, ce serait en fait d'avoir une mise à jour de cet atlas, que les sentiers privés, faut privatiser, ne soient plus privatisés et gagner. Et donc on s'est dit, on va accompagner des citoyens dans certaines démarches, leur expliquer, et ensuite faire une espèce de guide de comment est-ce qu'on fait administrativement. Et c'est un truc de malade mental pour se plaindre d'un sentier bloqué. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des résultats. Et donc ça vient vraiment d'une réflexion, donc c'est à la fois un projet web, mais qui va terminer dans le papier, de se dire, en fait, je pense qu'il y a cette notion de service, c'est-à-dire de journalisme de service public au sens large, qui n'est pas réservé qu'au service public, je pense, de se dire à un moment, on vient à la fois avec une observation, on a recoupé nos faits, on a fait notre boulot dans la déontologie, etc. On dénonce une situation et en fait, on va quand même donner des clés, des outils, etc. Parce que je pense que personne n'a le temps de passer, comme Louis, le journaliste qui coordonne le projet chez nous, 6 mois à essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a cette situation-là. Et ça, qu'on le fasse sur les sentiers, entre guillemets, ou qu'on bosse sur les armes. Alors nous, on a beaucoup bossé sur les armes, sur la FN, sur John Cockerill et tout ça. Et on essaye aussi quand même de se dire à un moment, mais aussi sur les armes, c'est outiller des citoyens à un moment qui vont malgré tout voter. Et se poser la question de est-ce que vous êtes d'accord que le principal employeur public soit une société, c'est
15 à 20% des dividendes de la région wallonne proviennent de la fabrique nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix politiques? Est-ce que vous êtes d'accord à un moment avec le fait que l'EMR a fait des pieds et des mains pour faire virer du comité d'éthique la seule voie contraire qui justement nourrissait pas mal d'avis du Conseil d'État pour empêcher des exportations? Et donc qu'on soit sur les sentiers, entre guillemets, petits sujets, ou les armes, entre guillemets, gros sujets, je pense qu'on est là pour rendre ce service public. Et après, la question ensuite, est-ce que c'est de gauche ou pas de gauche de le faire? Georges Douy va dire qu'évidemment, ce n'est pas de droite ce qu'on fait, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'après, il y a une vraie question de se dire, on est là aussi pour, entre guillemets, raconter ces histoires, exposer des faits, et ne fût-ce que le faire, j'ai l'impression, devient quelque chose qui est presque rare, en fait, qui se raréfie, en tout cas, dans moi, ce que je vois dans la presse belge. Et alors, en tout cas, dans les années 2000, il y avait véritablement un désert de l'investigation en Belgique. Maintenant, ça a repris. Le Soir a lancé une cellule d'investigation. Il y a ces grands conglomérats internationaux sur les leaks, etc., qui ont fait bouger pas mal de choses. Je pense qu'on peut faire de l'investigation sur des leaks et on peut faire de l'investigation utile aux gens proches d'eux, parce que les leaks, c'est quand même des paradis fiscaux, etc. C'est un véritable problème pour la société. Mais ça peut aussi être très, très loin de ma maman, par exemple. Et ma maman, par contre, c'est une ancienne infirmière, et donc elle aime bien qu'on lui parle de l'état de l'hôpital du coin, de tout ça. Et donc je crois qu'on doit être vraiment à l'écoute de ça. Et en fait, c'est peut-être ça, entre guillemets, être de gauche dans la presse actuellement, c'est de justement outiller les gens pour lutter contre des injustices dans une société qui en est criblée. Donc déjà, moi j'ai l'impression que si on arrivait à faire ça correctement, de façon durable, sans tomber dans le burn-out, ce serait super. Et après, il y a un peu la cerise sur le gâteau de l'impact. Moi, je me souviens qu'on avait une journaliste qui s'appelle Alix Dehain qui avait fait un papier sur les crèches. Elle s'était rendu compte qu'il y avait plein de lois qui n'étaient pas appliquées dans les crèches à Bruxelles, etc. Et je pense qu'à la fin du papier, son papier a contribué à faire changer une loi. Et ça, pour elle, et pour nous, évidemment, c'est vraiment génial. Ça peut paraître très, très anecdotique, mais au moins, on se dit à un moment, en fait, dans l'ensemble des papiers qu'on fait, il y a un certain nombre d'exemples où on peut dire on a quand même contribué à faire changer les choses. Et donc, pour garder la motivation à faire ce métier-là, je crois que c'est quand même assez important. Donc, je ne sais pas si c'est de l'impact, mais la capacité à mettre les gens en mouvement autour d'une histoire, d'un papier, ça me semble être quelque chose d'assez passionnant et qu'il faut garder. Mais pour ça, il faut avoir un vrai contrat de confiance avec les lecteurs qui continuent à nous suivre, etc.